Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne. Il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors une rentrée sociale importante et très fournie en ce moment. Rentrée aussi pour la CFDT avec, j'imagine, de nombreux dossiers qui vous attendent, Christophe Rondel. Oui, tout à fait. Alors, des dossiers nationaux et puis là, en local, par exemple, aujourd'hui, demain et après-demain, on fait une action réponse emportée. On va à la rencontre des travailleuses et des travailleurs sur le territoire. Plus de 30 points de contact sur ces 3 jours pour aller à leur rencontre, répondre à leurs questions sur le pouvoir d'achat, sur la suite de la réforme des retraites, sur les dossiers tels que l'assurance chômage ou l'Agirc Arrco qui est en réforme au niveau national. Alors on va en parler de ces réformes qui viennent. Le président de la République les a évoquées dans son interview, dans son entretien à la télévision avant-hier soir. Est-ce que c'est important, Christophe Rondel, d'aller à la rencontre des salariés, d'aller discuter avec eux, d'aller parfois apaiser des craintes aussi? Alors, de les entendre d'abord, de les écouter, de percevoir justement leur réalité pour que nos revendications collent à leur situation de travail, à leur situation personnelle, puisque le pouvoir d'achat, c'est pas que le travail, c'est aussi la vie de tous les jours. Et donc oui, c'est important, et éventuellement de leur répondre à leurs questions. Dans Réponse emportée, c'est l'objectif, c'est de répondre à leurs questions sur différents sujets, que ce soit l'évolution de leur entreprise, l'évolution de réglementations qui vont s'appliquer à eux. Et donc, voilà, oui, c'est d'être à leur service. C'est l'objectif de la CFDT. Vous avez lâché le mot pouvoir d'achat. Ça les inquiète, les salariés aujourd'hui, le pouvoir d'achat? Oui, tout à fait. C'est la première préoccupation des salariés, c'est le pouvoir de vivre. Lorsque, à la fin du mois et bien avant la fin du mois, il est nécessaire de compter ses sous pour savoir comment on va terminer le mois. C'est vraiment une question qui est liée à l'inflation, qui est liée au fait à la non-revalorisation des salaires. Et ça, c'est une préoccupation certaine, puisque alors qu'il pouvait y avoir encore quelques années une capacité à avoir des dépenses supplémentaires que les dépenses nécessaires, aujourd'hui, nombre de travailleuses et de travailleurs ne peuvent plus faire face. D'ailleurs, on l'a vu, les Restos du Cœur explosent en nombre de demandes. C'est bien qu'il y a une réalité économique qui pèse sur les travailleuses et les travailleurs, et donc il est nécessaire, avec eux, de construire des revendications pour revendiquer des droits nouveaux, tant dans la fonction publique que dans le droit privé pour les travailleurs du privé. Alors je ne vais pas vous demander de chiffres, mais on sait qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres aujourd'hui. Ça rejoint ce que vous dites, Christophe Rondel, c'est-à-dire de travailleurs qui, malgré le fruit de leur travail, n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité en particulier en ce moment, n'arrivent plus à manger. Est-ce qu'il y a un moment, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps, que ce soit du point de vue des salaires ou des charges salariales? Alors, des salaires en premier lieu, parce que les charges salariales, ça permet de financer notre protection sociale. Donc, alléger les cotisations sociales, c'est se tirer une balle dans le pied concernant nos retraites, concernant la maladie, concernant divers sujets touchant la famille également, touchant la protection sociale. Sur les salaires, normalement, les employeurs, dans le cadre d'une négociation nationale, se sont engagés à renégocier ce qu'on appelle le partage de la valeur. Et le partage de la valeur, c'est d'abord la négociation de salaire dans les entreprises entre les représentants du personnel et les employeurs. C'est aussi la négociation de salaire dans les branches, donc qui concerne l'ensemble d'un secteur économique identique, qui évite des concurrences ou qui évite que le mieux-disant soit rattrapé par le moins-disant, dans le sens où on tire toujours les salaires vers le bas. Donc, et sur ces négociations de branches, les employeurs ont une grande responsabilité. Certaines n'ont pas négocié malgré l'inflation depuis plus d'un an, voire depuis plus de 5 ans. Et il y a un autre sujet, il y a la question des salaires et la question des classifications professionnelles. C'est en contrepartie de son travail, quel est le salaire que l'on obtient, mais quelles sont les compétences que l'on rémunère. Et là, certaines branches, notamment il y en a une, c'est la branche du caoutchouc, depuis 1984 de mémoire, ils n'ont pas négocié les classifications. Or, les métiers, depuis 1984, ont bien évolué. D'autres branches ont des agents de maîtrise inférieurs où le salaire de l'agent de maîtrise, qui correspond à des classifications, à ses compétences, ne sont pas supérieurs au SMIC. Donc comment voulez-vous qu'un salarié qui prend des responsabilités dans une entreprise se considère comme
rémunéré à hauteur de ses compétences lorsqu'il est rémunéré simplement au SMIC. Non, c'est pas possible. Donc il y a une grande responsabilité des employeurs, du privé, mais aussi du public. Parce que l'État fait la leçon en disant, moi je ne mêle pas des négociations salariales, c'est aux entreprises de faire des efforts, mais l'État a aussi des efforts à faire, que ce soit dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique hospitalière et dans la territoriale. D'ailleurs, on aura des équipes de mobiliser le 13 octobre, on y reviendra, autour de ce sujet. Alors, un mot aussi des PME, des petites entreprises. Souvent, c'est difficile pour les dirigeants, les patrons de ces petites entreprises de pouvoir augmenter les salaires parce qu'eux aussi se trouvent confrontés aux charges. On parlait de l'électricité tout à l'heure ou de l'énergie plus généralement. Est-ce que là aussi, on peut imaginer que l'État apporte une aide et que ça aide justement les entreprises à pouvoir un petit peu souffler ? Alors, on peut distinguer différentes entreprises. Il y a celles qui souffrent effectivement d'une situation économique, donc l'augmentation du coût de l'essence et pour celles qui ont des déplacements. Et puis il y a des entreprises qui vont bien, malgré tout, faut le reconnaître. Et donc là aussi, les employeurs, même les représentants des employeurs des petites entreprises, se sont engagés dans les entreprises de moins de 10 et de moins de 50 salariés à engager des négociations nationales pour partager la valeur. Nous, on ne dit pas augmentation générale des salaires pour tout le monde à hauteur de l'inflation. On dit augmentons là où c'est possible par la négociation et là où c'est pas possible. Mais dans ces cas-là, si c'est pas possible, il faut qu'il y ait un dialogue social loyal. C'est-à-dire que les employeurs sont prêts à mettre leurs chiffres sur la table, à les discuter, à les démontrer avec leurs salariés pour dire, bien voyez-vous, mes marges sont limitées, donc je peux pas augmenter. OK, dont acte. Mais là, il faut que ce soit vrai. Et il faut distinguer aussi l'augmentation des salaires des primes, parce que les primes, c'est un salaire immédiat, versé une fois, qui n'est pas acquis, et surtout qui ne finance pas la protection sociale. Et donc, si demain on veut financer des aides sociales, si à la base il n'y a pas de cotisation qui rentre, on ne pourra pas verser de prestations. Donc soyons cohérents, versons des salaires chargés, et là où c'est possible, augmentons les salaires, là où c'est pas possible, eh bien reportons ces négociations, reportons ces augmentations à une meilleure conjoncture. Alors, j'évoquais tout à l'heure, Christophe Rondel, l'interview télévisée du président de la République dimanche, qui a évoqué une réforme du RSA, on va en parler, réforme également de France Travail, c'est le nouveau nom de Pôle emploi, si on veut faire simple, mais avec une réforme à la clé tout de même, et puis aussi une réforme des régimes de retraite, avec des supputations qui ont fait un peu grincer les dents, et si on prenait un peu dans les régimes de retraite excédentaires pour essayer d'équilibrer le budget. Là, ça passe pas. Eh bien, non, parce que l'État confond la solidarité nationale avec l'impôt, et là, il a la maîtrise de l'impôt et il gère l'impôt, de l'assurantiel qui sont les cotisations sociales, les cotisations assurance chômage. Et là, c'est comme si l'État prélevait dans votre compagnie d'assurance en disant la compagnie d'assurance a trop d'argent, moi cet argent, je le reprends. Eh bien, l'assurance chômage, c'est de l'argent des travailleurs qu'ils ont cotisé, ils se sont assurés contre la perte d'emploi, et donc cet argent doit leur revenir. Elle ne doit pas servir à financer d'autres choses. La politique de l'emploi, c'est l'impôt, c'est pas les cotisations sociales qui doivent participer à la politique de l'emploi. Donc oui, pareil sur la GIRC-ARCO, c'est un régime qui est géré par les partenaires sociaux, partenaires employeurs et organisations syndicales de salariés. On a su correctement gérer ce régime pour assurer notamment en période de Covid le versement des retraites complémentaires. Et là aussi, l'État n'ayant pas d'argent de côté souhaiterait prélever sur des économies réalisées par les salariés et les employeurs. C'est à l'État de mieux gérer finalement de son côté, de ne pas aller chercher de l'argent. Oui, voilà. Les organisations, on va dire les partenaires sociaux savent gérer divers budgets, et c'est pas à l'État de nous prendre l'argent qu'on a su économiser sur des systèmes de retraite complémentaires. Alors sur la réforme du RSA, on entend beaucoup de choses. Alors il y aurait cette compensation en fait. On vous donne de l'argent parce que vous n'avez pas d'emploi, mais vous allez devoir fournir 15 heures de travail non rémunéré. C'est ce qui est dit aujourd'hui. Alors on va voir un petit peu comment va évoluer le texte. Est-ce que pour vous c'est choquant, ou est-ce que ça participe finalement d'une forme de solidarité nationale ? C'est choquant dans le principe, puisque là on est sur des minima sociaux. Des gens qui n'ont rien de rien, à qui la solidarité nationale leur accorde un
un subside, parce que vivre avec le RSA, c'est quand même pas facile. Il ne faut pas croire qu'on vit correctement avec le RSA. Et donc, cette réforme qui est de dire mettons au travail, c'est fainéant un petit peu, sous-entend qu'effectivement, un, certains profitent du système, et deux, il suffit de mettre, puisqu'il y a des emplois non pourvus et qu'il y a des personnes disponibles sur le principe, mettons-les en face. Or, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on l'a vu, j'ai lu hier dans un article de presse le président du conseil départemental du Finistère qui veut effectivement mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, tant mieux, puisque le problème, c'est pas tant l'argent que l'accompagnement de ces bénéficiaires. Ils sont souvent sortis du monde de l'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de travail et puis ils se découragent finalement. Et ça... Sa réponse, c'est dire on va s'attaquer donc à cet accompagnement dès leur entrée dans le RSA, alors qu'aujourd'hui, ils attendent 5, 6, 7 mois avant d'être accompagnés. Et donc, le problème, c'est pas justement ce qu'ils ne font pas, c'est ce que nous, collectivement, on ne fait pas pour eux, pour les accompagner, pour les prendre dès le début, dès cette situation de précarité, puisque vivre avec le RSA, c'est quand même précaire, dès cette situation de précarité, pour les accompagner et voir si effectivement ils sont aptes à travailler, dans quel métier, et demander d'ailleurs à des employeurs s'ils sont prêts à employer n'importe qui. Non, ils vont demander des compétences, éventuellement des diplômes, et donc on voit bien que c'est pas si simple que ça, que d'avoir des personnes disponibles et avoir des métiers non pourvus, des emplois non pourvus. On a un volet social aussi, parce que souvent les personnes au RSA, parfois aussi d'autres problèmes plus personnels à gérer. Est-ce qu'il faut y ajouter un volet social à cet accompagnement ? C'est effectivement, d'ailleurs, si ces personnes sont arrivées là, c'est qu'elles ne sont pas employables immédiatement. Elles peuvent vivre effectivement des difficultés familiales, des difficultés personnelles. Elles peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et effectivement, alors pour l'instant, le texte, on voit que dans la majorité, tout le monde n'est pas aussi clair que ça sur le 15 heures de travail ou d'accompagnement, donc on ne sait pas. Si c'est à la réalisation de CV, pourquoi pas, mais on pourrait se dire pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Voilà, il y a toute une discussion. En tout cas, je vous donne et en contrepartie, vous devez travailler, c'est choquant. Moi, je mets juste en parallèle... pour bénéficier du RSA, il y a nombre de conditions importantes pour quelques subsides. Les entreprises qui bénéficient d'exonération sociale et fiscale ont beaucoup moins de conditions, hormis de remplir une case en étant des salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, exonération de cotisation, sans contrepartie quant au maintien de l'emploi, sans contrepartie quant à la qualité du dialogue social, sans contrepartie quant à l'évolution des salaires malgré des années d'expérience des salariés. Donc on voit qu'il y a un peu de poids de mesure. On tape sur le plus facile, effectivement, ça plaît, mais voilà, c'est une solution de facilité. Une forme de posture politique, finalement. Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas contre l'amélioration de l'accompagnement des allocataires du RSA. Donc oui, bien sûr, mobilisons-nous. Après, ce 15 heures de contrepartie est quelque peu choquante. Avec aussi un contexte social dégradé, une France assez fracturée pour bien des raisons, on ne va pas toutes les évoquer là. C'est peut-être pas forcément le moment le mieux choisi. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment, effectivement, mais c'est effectivement choquant. Et puis surtout, à un moment où l'inflation est importante, il n'y a pas en phase de revalorisation des minima sociaux. Donc on demande plus et en même temps on ne donne pas plus. Donc ça veut donc dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Voilà, ça c'est une chose qui n'est pas admissible. Sur France Travail, là aussi, grande réforme, on demande plus d'efficacité. Alors, à ce qui va disparaître, c'est-à-dire Pôle emploi, pour devenir France Travail. Et est-ce que c'est une bonne chose, finalement, de réformer France Travail ? Est-ce qu'il y en avait besoin ? Alors, parce qu'au-delà de Pôle emploi, ça peut associer aussi les missions locales pour l'accompagnement de jeunes. Et puis, il va y avoir toute une déclinaison. Nous, on n'est jamais pour défendre des tuyaux comme étant des tuyaux immuables. Maintenant, c'est quel est l'esprit derrière ? Est-ce que c'est de faire des économies ou est-ce que c'est toujours de mieux accompagner ? Et quels sont les moyens qui seront mis en face ? On voit que sur les jeunes, les missions locales savent accompagner les jeunes et que France Travail n'apporterait pas forcément de plus-value à l'accompagnement de tous les jeunes, notamment ceux qui sont déjà en situation d'insertion. Donc on voit que l'idée est
on va dire, grossière. Lorsqu'on va concrètement dans le sujet, eh bien, c'est pas si évident que ça. Et là encore, c'est sans doute une réforme qu'on veut présenter comme essentielle, alors que on va juste refaire une façade et que derrière, on ne changera pas grand-chose. Il y aura toujours peut-être pas... il y aura toujours aussi peu de moyens pour accompagner les demandeurs d'emploi. Et de la même manière, c'est pas qu'une question de... Il y a des chômeurs, il y a de l'emploi disponible. Il y a vraiment une question de formation, d'attractivité des métiers qui dépasse bien plus la question de Pôle emploi ou France Travail. Alors sur les métiers qui manquent de bras aujourd'hui, on a aussi une autre crise aux portes de l'Europe, à Lampedusa, des migrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent. On dit aujourd'hui, bien ça y est, c'est une solution pour les emplois non pourvus. Est-ce que, de votre point de vue, vous à la CFDT, c'est une solution, une part de la solution, ou est-ce qu'on fait fausse route? Alors, tous les métiers sont à pourvoir et nous déjà on est pour la régularisation de l'ensemble des travailleurs avec ou sans papier, qu'ils soient sur des métiers en tension ou pas. Parce on a souvent, je vous coupe, pardonnez-moi Christophe Rondel, mais on a souvent des jeunes qui arrivent d'Afrique, qui ont des compétences, qui vont devenir boulangers, qui vont devenir travailleurs dans des usines et avoir une véritable... Faut les régulariser. Complètement. Ils occupent un travail... s'ils occupent ce travail, c'est qu'ils répondent à une compétence, à un besoin, et donc dès lors qu'ils occupent ce travail, il est nécessaire de le régulariser. Le projet de loi immigration prévoit de régulariser uniquement les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Nous on dit métier en tension ou pas métier en tension, s'ils occupent un travail, pourquoi ne pas les régulariser? Puisqu'ils participent à la richesse de la France, ils participent à la création de richesses et à un service. Et là aussi, ils occupent certainement des emplois qui ne sont pas pourvus, en tension ou pas en tension, et donc il n'y a pas de raison de faire un tri sur ceux qui mériteraient une régularisation, de ceux qui ne mériteraient pas une régularisation. Et puis, attention au discours simpliste de dire on va être envahi ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Non, c'est pas vrai. La France a toujours connu des vagues migratoires, on a toujours su les accueillir. Sur le territoire ici, en Côte d'Armor, on a des entreprises de l'agroalimentaire qui ont connu des présences de travailleurs étrangers depuis très longtemps sur le territoire, et donc ça n'a pas posé de problème. Et donc voilà, pour moi, c'est pas une question de connaître l'origine ou pas du travailleur, c'est est-ce qu'il réalise une action positive pour la France? Oui, il travaille, donc accueillons-le et régularisons-le. Ce qui permettra d'éviter tous les mécanismes de fraude ou d'exploitation avec des locations insalubres qui sont faites à des gens qui sont dans la précarité parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre, parce que s'ils venaient à se plaindre sur leurs conditions de logement, ils seraient tout de suite repérés. Là aussi, c'est le rôle des partenaires sociaux, des syndicats, de la CFDT, de repérer ces travailleurs, de les aider dans leur démarche, de leur apporter du conseil. Oui, alors ça, on le fait dans les entreprises, au plus près des travailleuses et travailleurs. On le fait aussi dans des permanences. Alors, on le fait pas directement, on les renvoie vraiment vers des associations avec lesquelles on est associé dans le pacte du pouvoir de vivre. Le pacte du pouvoir de vivre, c'est plus de 60 organisations, et parmi elles, il y a la CIMAD, il y a l'ASTI, et il y en a bien d'autres, qui sont des associations d'accompagnement de travailleurs migrants et qui savent beaucoup mieux que nous les accompagner. En revanche, dénoncer les difficultés qu'ils ont à régulariser leurs papiers ou à défaut de rendez-vous auprès de la préfecture pour renouveler un titre de séjour, eh bien, ils perdent leur autorisation de travail et deviennent d'un seul coup des travailleurs illégaux alors qu'ils faisaient très bien le travail avant et qu'ils faisaient très bien l'affaire. Donc ça, c'est ces mesures que personne ne voit en fait. C'est nombre de rendez-vous limités ou nombre de personnel au service étranger de la préfecture qui est réduit. Eh bien, ce qui fait que des personnes tombent soudainement dans l'illégalité alors qu'elles étaient tout à fait légales sur le territoire. Donc oui, ça c'est à nous de le dénoncer et de les mettre en relation avec des associations beaucoup plus compétentes telles que la CIMAD ou la STI par exemple sur les territoires. Je parlais de rentrée en commençant cet entretien, Christophe Rondel, de rentrée sociale. Aujourd'hui, il y a une grève à la SNCF, journée de grève alors intersyndicale contre le démantèlement de la SNCF qui va se retrouver un peu saucissonnée en filiales, nombreuses filiales, pour ouvrir à la concurrence. Est-ce que c'est le premier grand combat de la rentrée? Alors, il est essentiellement professionnel puisqu'il concerne en plus le fret SNCF. Alors le fret, voilà, il faut le préciser.
Mais ça trouble quand même. Alors ça trouble parce que déjà à la SNCF, vous avez SNCF Voyageurs, vous avez les services de propreté qui ne sont plus des agents de la SNCF, vous avez nombre de filiales qui organisent la SNCF, et donc c'est à nouveau, effectivement, la mise sous filiale d'un secteur d'activité, soi-disant pour préparer à la concurrence. C'est toujours de rendre plus difficile, puisqu'il y aura l'organisation de l'entretien des voies et de l'organisation du fret. Et on s'aperçoit que, à nouveau, il y aura des difficultés de fonctionnement, puisque les structures ne se parleront pas ou pas efficacement. Et donc, préparer à la concurrence sans doute dans la douleur. Compliqué en tout cas le système, hein, si je vous entends bien. C'est ça. Alors, a priori, il y aurait des recommandations européennes à vérifier concernant l'organisation juridique et financière de ce secteur d'activité. Mais oui, ça complique. Et surtout, est-ce que ça répond à la solution? Est-ce que ça répond à la question? C'est comme la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée par le gouvernement et qui est en cours de négociation de partenaires sociaux. L'un des objectifs du gouvernement, c'est de faire des économies sur les travailleurs et les travailleuses, en tout cas les demandeurs d'emploi. Ça ne mettra pas forcément plus de monde au travail, ça fera en sorte qu'ils aient moins d'argent, c'est tout. Donc de la précarité. De la précarité. Un dernier mot, mobilisation, le 13 octobre, autre mobilisation. Alors elle va se définir comment cette mobilisation et qu'est-ce qu'elle vise à dénoncer? Alors, c'est une mobilisation intersyndicale, toujours dans la continuité des mouvements du printemps concernant les retraites. C'est pas une revanche sur les retraites, on continue en intersyndical ce qui a bien fonctionné, et la question, c'est la question de pouvoir d'achat, justement, la première préoccupation des travailleurs. C'est une mobilisation européenne. L'ensemble, puisqu'on est à 8 mois des élections européennes, c'est de rappeler également aux politiques que les travailleuses et les travailleurs méritent mieux que des politiques budgétaires de rigueur et d'austérité, et que dès lors, on mérite l'augmentation des salaires. Et donc c'est un sujet qui va être porté sur les territoires. Donc il y aura des manifestations un peu partout en fonction des territoires, comme alors sans doute moins que lors de la réforme des retraites, probablement puisque le sujet du salaire ou du pouvoir d'achat, même si c'est une préoccupation, mobilise moins que la question des retraites. Mais il y aura des mobilisations partout en Bretagne le 13 octobre avec la CFDT sur l'ensemble des territoires. Un dernier mot sur l'Europe, justement, l'Union européenne. Est-ce que à un moment, il faudra penser à harmoniser les salaires, à harmoniser la question sociale en Europe, parce que c'est un grand chantier, un vaste chantier. C'est en tout cas ne pas faire en sorte que l'Europe ne soit qu'économique et libérale. Elle doit avoir un volet social. À défaut, c'est mettre les travailleurs en concurrence les uns contre les autres. Et donc l'harmonisation, elle commence par un salaire minimum, alors européen, ou plutôt un salaire minimum dans tous les pays européens. Ça, c'est acquis. C'est aussi la reconnaissance de droits des travailleurs, des droits mais tels que le congé parental, tels que le congé paternité, tels que diverses, qui permet d'harmoniser les droits entre travailleurs. C'est un meilleur dialogue social. On participe à de nombreux comités de groupes européens pour faire travailler, porter dans les différents pays des revendications communes. Donc c'est ça l'Europe. C'est pas l'Europe punitive, c'est l'Europe sociale, l'Europe des peuples. À défaut, on risque de à nouveau retrouver sur des travers avec l'extrême droite qui va opposer les peuples les uns contre les autres et ne pas aller vers des avancées sociales, mais une régression, c'est sûr. Il y a une inquiétude, alors là c'est une question un peu plus politique et on terminera là-dessus très rapidement. Christophe Rondel, il y a une inquiétude de cette montée des extrêmes un peu partout en Europe. Oui, bien sûr, parce que le risque, c'est qu'un discours populiste convainc en disant on n'a jamais essayé, alors que les solutions, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, ne sont pas les meilleures. D'ailleurs, on le voit en Italie sur la question des migrants, malgré une politique ou des revendications extrêmement fortes, eh bien, il y a un principe de réalité qui font que même l'Europe, même l'Italie extrémiste est obligée de faire face. Donc oui, il y a une crainte qu'un discours populiste trompe les travailleuses et les travailleurs sur les bonnes solutions et oppose les travailleurs aux uns aux autres. Voilà. Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne, était avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je l'en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.